Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nyanko TV et je suis particulièrement ravi de vous retrouver pour qu'on puisse continuer tous ensemble notre rétrospective de la saga Terminator. On a vu Terminator 1, on a vu Terminator 2, on a fait Terminator 3, on a fait entre-temps une rétrospective James Cameron, et là on va enchaîner avec Terminator Renaissance, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de chiffres après le titre Terminator, mais que des noms. On va en parler ensemble durant une vingtaine de minutes, on va voir ce qui s'est passé entre Terminator 3 et Terminator 4 pour voir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, comment s'est déroulé le tournage, est-ce que le film était à la hauteur des espérances, et quel est mon avis personnel sur le film. Et avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous plaît, à lâcher des commentaires sympas comme vous le faites de plus en plus, je vous en remercie par avance. On se retrouve juste après ça pour notre rétrospective Terminator Renaissance. C'est parti! Après un Terminator 3 sorti à la demande du public voulant voir un nouveau Terminator avec Arnold Schwarzenegger, le constat a été mitigé. Car doté d'un budget record pour l'époque, le film a mis un certain temps à rentrer dans ses frais suite à des critiques plutôt moyennes dues à l'absence de James Cameron à la réalisation. Arnold Schwarzenegger n'étant plus obligé par contrat de tourner dans une suite de Terminator, contrairement au 3, l'acteur s'est engagé dans un mandat de gouverneur de Californie, un sacré changement de carrière. La licence se poursuit donc à la télévision avec Les Chroniques de Sarah Connor, une suite directe à Terminator 2 qui propose une autre version de ce qu'aurait pu donner Terminator 3. La série ne rencontrera hélas pas le succès espéré, ce qui laisse les droits de la franchise à nouveau mis en vente. Les actifs de ces deux pictures sont achetés par une nouvelle société indépendante, The Helicon Company. Je vous donne en mille, mais après Terminator Renaissance, ils vont aussi mettre la clé sous la porte. The Helicon Company coupant l'herbe sous le pied à la MGM, particulièrement intéressée pour remettre la franchise sur de bons rails. The Helicon Company s'associera plutôt avec Warner Bros. Et Sony pour respectivement la distribution du film sur le sol américain pour 60 millions de dollars et 100 millions pour le reste du monde. Des sommes absolument démentielles pour un Terminator sans Arnold Schwarzenegger. À partir de là, le scénario initialement écrit en parallèle de Terminator 3 est complètement remanié avec comme première idée forte de ne pas développer pour la première fois dans cet univers le voyage dans le temps, ce dernier n'ayant pas encore été inventé, mais emmener plutôt une personne de notre temps au futur. Et c'est le point fort, voire le seul point fort, mais on y reviendra, du film, à savoir ce personnage de notre époque qui va être balancé 15 ans dans le futur dans un monde qu'il ne connaît plus, ce qui nous permet de découvrir ce monde à travers ses yeux. Ce n'est d'ailleurs que progressivement que l'histoire s'est recentrée autour de ce personnage, car dans la première version du scénario, il était prévu d'apporter des réponses aux mystères des premiers Terminator, notamment aux origines scientifiques du voyage dans le temps, ou la technologie employée dans le futur pour créer des cyborgs en métal liquide. Mais beaucoup trop d'idées ont fusé en même temps pour un seul film, d'où une forme hybride de scénario, souhaitant contenter tout le monde en un seul long métrage. Car oui, le scénario de Terminator Renaissance, écrit par 6 mains, il me semble 6 personnes différentes, est un sacré bordel qui va considérablement nuire à la qualité du film. Encore une fois, on y revient dans ma partie critique. Bon bah finalement c'est insupportable. Qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai acheté la camionnette d'occasion, elle était déjà dedans. Pourriez peut-être lui dire de fermer sa gueule. Ta gueule! En ce qui concerne le ton souhaité pour le film, c'était la priorité absolue que de contrer la légèreté soi-disant trop prononcée dans Terminator 3. Oui, parce que la scène des lunettes disco volées à un stripteaseur gay, même si ça dure qu'une minute dans le film, allez savoir pour beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre eux, ce n'est pas passé. C'est pas du tout quelque chose qui m'a gêné, sachant qu'il écrase les lunettes et qu'il essaie juste des lunettes qu'il a dans sa poche sans savoir comment elles sont. Je vois pas où est le problème, mais apparemment Terminator 3 était trop léger, trop chargé en humour. Du coup, on va vouloir faire complètement le contraire. Un film très premier degré, très gris, bref, un esprit très Batman Begins, que je trouve absolument chiant, ou The Dark Knight, qui heureusement est plus fun parce qu'il y a le Joker. Un jour, on en parlera de Batman. Mais ce ton donné à Terminator Renaissance, qui a un ton uniforme, monocorde, ça m'a fait chier. Terminator, maintenant, ça doit être très sérieux. Interdiction de rigoler. On ne rigole pas, comme vous dites. Pas du tout. Jamais. Mais je brûle encore les étapes, on en reparle dans la partie critique, on y retourne. L'idée était donc de faire de ce Terminator un film sombre, brutal, sur le modèle d'un film de guerre comme La Chute du Faucon Noir. Pour cela, tout ce qui liera Terminator Renaissance à Terminator 3 sera balayé, hormis la fin. Jonathan Mostow, le réalisateur de Terminator 3, sera donc remercié, tout comme Nick Stahl jouant John Connor et Claire Danes, pourtant prêts tous les deux à récupérer leurs rôles respectifs. Lorsque le réalisateur MCG, ou MacG, déjà, je me rappelle quand j'étais dans la salle
pour voir Terminator Renaissance et que je vois un film de MCG avec Common, je me suis dit putain, MCG, Common, Mood, Blood, Nood, c'est des machines qui jouent dans le truc, tu vois. Je me rappelle, ça m'avait choqué ce générique, n'avait ni queue ni texte. Sans compter Terry Crews, qui est au casting, celui qui joue le flic génial dans Brooklyn Nine-Nine. Autre sujet dont on parlera bientôt, bah le gars, on le voit pendant une demi-seconde. On le voit là. Austin, something's wrong up here. From you alone. Not a doctor. Shh. Mais on n'est pas encore à la critique, on y retourne, désolé. Le réalisateur McG, ou MCG donc, à l'origine de la série Supernatural. Pudding! Car oui, on va aussi bientôt parler de la série Supernatural, on y retourne, cette fois-ci c'est promis, je me la ferme. Qui affiche également dans les premières saisons de la série ses couleurs grises à l'écran, s'intéresse grandement au projet de ce Terminator Renaissance. Il demandera la bénédiction de James Cameron, alors occupé sur le plateau d'Avatar, lui conseillant d'engager Sam Worthington dans le rôle de Marcus. Et Cameron permettra à MCG d'engager le directeur artistique de Titanic et de True Lies, de même que le monteur Conrad Buff, monteur de Terminator 2 et de Titanic. Malgré tout, le casting de Terminator Renaissance est loin d'être bouclé. On avait un acteur, Josh Brolin, qui devait jouer le rôle de Marcus, mais qui s'est désisté un peu au dernier moment. D'où la possibilité d'engager finalement Sam Worthington sur la recommandation de James Cameron. Et d'autres désistants de dernière minute vont arriver, notamment Charlotte Gainsbourg, qui devait jouer le rôle de Kate et qui s'est désistée soi-disant parce qu'elle était déjà prise sur un autre tournage, qui est à demi vrai. Elle a surtout trouvé le scénario à chier. Elle va préférer tourner Antichrist à la place, je pense qu'elle a bien fait. Une autre actrice renonce au film à la toute dernière minute, Tilda Swinton, que l'on a pu voir dans l'étrange histoire de Benjamin Button, ou encore Le Monde de Narnia, et qui devait jouer le rôle de Serena Kogan, une scientifique de Cyberdyne, dont Skynet prendra l'apparence. Elle sera remplacée par Helena Bonham Carter, qui devra également s'absenter durant le tournage suite à un drame familial. A noter que Stan Winston, l'autre papa des Terminator, ayant également collaboré à Terminator Renaissance grâce à son équipe, s'est éteint le 15 juillet 2008 à seulement 62 ans. Il y a quand même une ambiance très spéciale autour de ce film légèrement maudit. Malgré tout, la volonté de montrer ce futur que l'on a seulement aperçu dans les 3 premiers films par bribes est le moteur de cette production, ce qui justifie les 150 millions de dollars engagés sur le film. Car ce futur dont nous avons tous rêvé, dont nous avons tous fantasmé, compense l'absence de Schwarzenegger au casting. L'identité du film sera donc un film de guerre à mi-chemin de Mad Max 2, des Fils de l'Homme ou encore de Blade Runner. Mais il manquait alors une figure symbolique, un acteur pouvant endosser la responsabilité d'incarner le John Connor du futur, et le choix de McG ou MCG fut d'entrer Christian Bale afin de faire écho une nouvelle fois à l'ambiance des Batman de Nolan. D'ailleurs, le scénario a été écrit tellement de fois, y compris par le petit frère de Christopher Nolan, a été remanié tellement de fois, entre autres pour intégrer un rôle plus conséquent à Christian Bale qui devait n'être qu'en fond de Terminator Renaissance et devait être plus mis en avant dans les suites. Mais les suites éventuelles de Terminator Renaissance dépendant du succès de ce Terminator Renaissance, il a été décidé quand Christian Bale a dit oui, de l'intégrer pleinement au scénario et d'étoffer son personnage, ce qui fait que quelque part on a 2 films en un, ce qui pose énormément de problèmes, en tout cas ça en a posé. Pour rallier l'interprète de son choix à sa cause, il lui rend visite sur le plateau de The Dark Knight, pas gagné tant l'acteur, très sollicité, se montre extrêmement exigeant, souvent cassant lorsqu'un projet ne lui convient pas. Et alors qu'une équipe de presse assiste à quelques heures de tournage avec Christian Bale, la consigne donnée à la presse était de ne pas s'adresser à lui directement, car l'acteur pouvait sortir très facilement de ses gonds à la moindre contrariété. L'acteur s'en prend d'ailleurs à cette occasion directement au chef opérateur, à la seconde même où celui-ci marche devant lui pour régler un éclairage. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! Sorry. No, don't just be sorry. Think for 1 fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No! No! Don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Da-da-da-da, like this in the background. What the fuck is it with you? La suite, vous la connaissez sans doute, cet extrait a fait le tour d'internet, ça avait fait le buzz à l'époque, et du coup Christian Bale, après insistance de la production, va s'excuser comme quoi c'était qu'un mauvais moment, qu'il avait vraiment été un voyou et qu'il regrette son comportement, mais quelque part le mal était fait, et on a vraiment vu que l'ambiance était vraiment pourrie sur ce tournage. La faute à Christian Bale qui, malgré les réécritures de son personnage pour l'intégrer de façon plus conséquente au scénario, n'était pas suffisante, car il estimait qu'il partageait trop l'affiche, à hauteur de Sam Worthington par exemple, voire même de Kyle Reese.
et que quelque part, ce film fait que personne ne se démarque vraiment. Encore une fois, c'est le problème principal du film. Et puis Christian Bale, c'est physique, je ne l'aime pas. You son of a bitch! Cessez de gueuler! Je ne l'aime pas du tout dans aucun de ses films. Il me gâche les Batman, il me gâche le John Connor. Mais j'aime bien les Batman de Nolan quand même parce que du coup je compense avec Heath Ledger, avec Michael Caine, avec Morgan Freeman, avec Gary Oldman. Il y a un casting de fou. Mais dans Batman signé Nolan, j'en ai rien à faire de Batman, tant que c'est sous les traits de Christian Bale. Je le trouve antipathique, froid, gueule de con, avec son petit sourire en coin qui se moque des autres. Je ne l'aime pas, c'est physique, excusez-moi si vous l'adorez. Il y a des fois où ça ne peut pas passer entre deux personnes, moi ça ne passe pas avec cet acteur. À la sortie du film, les critiques ne sont pas mitigées comme dans Terminator 3, mais elles sont parfois mauvaises, voire hostiles, notamment sur le choix de Christian Bale en John Connor. Et le box-office se montre particulièrement décevant. 125 millions de dollars en Amérique du Nord, 240 millions à l'international. Le film rentrera dans ses frais qu'avec la sortie des DVD et des Blu-ray, soit un retour sur investissement encore plus laborieux qu'avec Terminator 3, bien que le film soit au final tout juste rentable, mais trop tard, ce qui a encore amené le dépôt de bilan de Alicon Company. Comme à chaque Terminator, de toute façon, on en a l'habitude. Et malgré le fait que je n'apprécie pas énormément ce film, je vous avais d'ailleurs demandé dans un sondage quel était votre avis sur ce film. Vous avez été nombreux à dire que le film était, on va dire, assez bien, moyen assez bien. Il y avait quand même suffisamment d'intérêt posé pour qu'on puisse voir la suite, qu'on puisse vouloir voir ce futur un peu plus cohérent par rapport à ce que j'en attendais. Car ce film, il est pas si mal. Il nous permet pour une fois de sortir du schéma classique d'un Terminator, à savoir un Terminator venu du futur pour pourchasser quelqu'un qui va être protégé par un résistant. C'est comme ça dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le Genesis et dans le Dark Fate. Au moins, Terminator Renaissance change les règles et ça fait énormément de bien. Et même si ce futur m'a déçu, parce qu'il y a pour moi trop de scènes de jour, des images qu'on avait tous de Terminator 1 et Terminator 2, les rares images qu'on avait en début de film ou en flashback, c'était des scènes de nuit, dans un décor apocalyptique. Et là, on démarre de jour, avec cette image grise et lumineuse, avec des avions de chasse que l'on connaît, avec des radars, avec une résistance qui est quand même super équipée, alors que je les voyais plutôt acculés dans un coin sans armes, en tout cas dans un premier temps. Et puis quand on pense à l'histoire de Kyle Reese telle qu'il la raconte dans Terminator 1, on se dit que les hommes et les femmes étaient parqués comme des bêtes dans des abattoirs, c'est ce qu'il dit, et que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à se rebeller. Je ne ressens pas ça dans Terminator Renaissance, même si on peut se dire que c'est pas exactement le même futur, puisque quand il y a un voyage dans le temps, ça change souvent les timelines. Mais c'est quand même frustrant parce que toutes les scènes de nuit, les rares qu'il y a dans Terminator Renaissance, celles qui se passent justement dans cette espèce d'usine où on maltraite les humains, elles sont super bien foutues, elles sont telles que je les imaginais. Mais il doit y en avoir deux des scènes comme ça. Dans tout le reste du film, quasiment, il fait jour. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Pourtant, c'était pas déplaisant. Vu que je m'y attendais pas, ça a été une surprise. Mais je ne m'imaginais pas du tout le futur. En tout cas, même si c'est qu'en 2018 et pas 2029 comme on connaît, j'ai trouvé que c'était un semi-futur apocalyptique. Le bon point du film, mis à part Marcus, c'est aussi tous ces Terminators. Parce que j'adore le look des Terminators, les T600, qui sont un peu comme des tanks, ça a été fait exprès pour ça. Et ils sont noircis, ils sont un petit peu huileux, ils sont un petit peu sales. On les présente vraiment comme des tanks, des machines de guerre. Et ça, j'ai vraiment bien aimé cette partie-là. Même si, encore une fois, j'étais un petit peu mitigé en voyant les robots Terminator, les Terminator Transformers qui ont des motos dans les jambes, les motos que tu peux conduire avec une clé USB. Voilà, il y avait peut-être un effet gadget à montrer plein de Terminator, les Terminator aquatiques. Mais ils sont stylés, les Terminator aquatiques. La scène où il est entouré de Terminator aquatiques sur l'hélicoptère, elle est très bien. Les scènes d'action de ce film, avec le Transformers, même si ça me gêne un peu ce côté Transformers, elle est très bonne, elle est très efficace. Donc le film a réussi à me surprendre. Dans ce futur apocalyptique, il n'était pas le mien, mais je l'ai accepté quand même. Ce que je n'ai pas accepté, encore une fois, c'est ce John Connor qui prend trop de temps à l'écran, alors que je me serais parfaitement contenté de Marcus, de sa rencontre avec Kyle Reese. Kyle Reese, grosse incohérence en plus, parce que le scénario qui dit que d'une part, que Kyle Reese est la cible de Skynet et que si tu tues Kyle Reese, tu tues tout le monde, quand Skynet tient Kyle Reese, quand il le capture, We're gonna be okay. Don't worry. il suffisait de le tuer tout de suite et le film était fini. Et le plan de Skynet de faire croire à la résistance qu'il y avait une espèce de fréquence qui permet d'éteindre toutes les machines d'un coup, si John Connor réfléchissait un petit peu, il sait que le futur va au moins jusqu'en 2032, date où il s'est fait tuer dans Terminator 3.
Donc tu peux te dire que tu peux pas arrêter la guerre en 2018. En fait, tout le scénario qui concerne John Connor et sa mission sont rajoutés et sont incohérentes. Alors que le réveil de Marcus dans un monde apocalyptique où on aurait pu se rendre compte qu'à la fin que c'était un Terminator programmé sans le savoir, j'aurais pu faire le film là-dessus. Avec sa rencontre avec Kyle, avec sa rencontre avec Blair, je crois que c'est Blair, ça m'aurait suffi de tout découvrir avec ses yeux, d'entendre John Connor uniquement à la radio et découvrir son QG, celui qu'on rêvait de voir depuis Terminator 1 et 2, qu'à la fin du film, ça aurait suffi à nous donner la hype pour le Terminator suivant. En plus, Terminator Renaissance, c'est le début des Terminators où en gros, les Terminators ne savent plus tuer. Alors que dans T1, si tu es enfin GT800, il se passe ça. Dans T2, il se passe ça. Dans T3, il se passe ça. Et même dans Renaissance, au bout d'un moment, enfin, il se passe ça. Donc cette scène de combat dans l'usine des T800 à la fin du film est très mal fichue parce que John Connor doit mourir au moins 10 fois. Et je suis pas convaincu non plus par la fin du film parce que ce cumul d'erreurs et de gâchis de ce Terminator Renaissance qui avait un potentiel infini se cristallise dans cette scène de fin où Marcus se sacrifie pour John Connor. Normalement, la fin originelle, ça devait être John Connor qui se remet dans le corps de Marcus parce que son corps est abîmé ou un truc comme ça. Mais là, du coup, comme ça avait fuité sur internet, ils ont préféré dire que Marcus donne son cœur. Et du coup, c'est une renaissance pour lui, d'où le nom du film, on va dire, en version française. Mais à la fin du film, on s'est tous dit « Ah non, pas Marcus, j'ai envie de le garder, j'ai encore envie de le voir, alors que John Connor, s'il crève, on s'en fout. Et c'est pas normal. On sait qu'il peut pas mourir parce qu'il est forcément là plus tard, mais on arrive à un tel malaise que j'aurais voulu que ce soit Marcus qui vive et pas lui. En grande partie à cause de Christian Bale qui rend ce John Connor absolument lisse, pas attachant, parlant toujours monocorde, criant quand il le faut pas, beaucoup trop sérieux. Et ce que j'aime bien dans les Terminator, ou même dans les James Bond, j'aime bien quand le mec qui est le sauveur de l'humanité n'en a pas l'air. C'est pour ça que j'aime bien l'interprétation de Nick Stahl dans Terminator 3, parce qu'on dirait jamais que ce mec, limite Clodo, deviendra le leader de l'humanité. Mais si ce leader est un militaire surentraîné qui en a l'allure, c'est beaucoup moins intéressant. Christian Bale se la joue tellement trop sérieux qu'il a pour moi tué John Connor pour de bon. Donc forcément, quand tu n'aimes pas le personnage principal d'un film, et pour moi le personnage principal c'est Marcus, c'est pas lui, ça pose un problème pour s'accrocher jusqu'à la fin. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Terminator Renaissance. Un film gâché, un film presque saboté de l'intérieur, un film qui pour moi au final est moyen comme Terminator 3, sauf que Terminator 3 n'a jamais visé mieux que le moyen, alors que Terminator Renaissance partait de plus haut et finit au même niveau, parce qu'ils en ont trop fait dans un seul film et pas assez fait à la fois. Ça reste un bon film comparé aux deux purges qui vont suivre, qui ont été faits pour de mauvaises raisons, car autant Terminator 3 a été fait pour le plaisir de revoir Schwarzenegger avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop vieux, même si ça gêne pas au final quand on voit les suites, et Terminator Renaissance avait envie de montrer le futur. Qu'est-ce qui motive les producteurs à faire un Genesis ou un Dark Fate ? Ça sera le sujet des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Terminator Genesis, le début des emmerdes pour la saga, le début du vrai déclin. Et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.